Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Angelina. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. On est à Bordeaux Oui. aujourd'hui. On est dans le cabinet où tu es actuellement. C'est ton premier jour d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux juste rapidement te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. Du coup, Angelina Fauvé. J'ai été diplômée l'année dernière, en janvier 2021. J'ai monté mon cabinet en parallèle. Et puis là, du coup, je repars salariée, expert comptable salarié. Ok, donc c'est ton premier jour aujourd'hui. Oui. Donc comment va se dérouler l'interview ? On va revenir au tout début, à la jeunesse, on va dire, même si tu n'es pas très vieille, mais où est-ce que tu es née, dans quel environnement tu as grandi, quelles études tu as faites, etc. Après, plus tout ce qui est vie pro, Oui. quelle mission tu as faites, etc. Donc, tu as passé ton DEC, on l'a compris. Donc, qu'est-ce que tu as fait après ton DEC ? Du coup, si on revient au tout début, alors où est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tu viens de Bordeaux, toi ? Oui, je viens de Bordeaux. Je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Et du coup, là, je suis de retour à Bordeaux. Et tu aimes le vin, du coup ? De quoi ? Tu aimes le vin ? Oui. J'adore le vin. Pure souche, alors. Et du coup, dans quel type de famille tu as grandi, toi ? J'ai plutôt grandi dans une famille de classe moyenne. Okay. Et ma mère était secrétaire comptable, donc ça m'a pas mal aidée pour la suite. Ouais, c'est peut-être pour ça que du coup tu as eu l'idée d'aller dans la compta après. Et ton père, du coup, il faisait quoi ? Il est ingénieur, du coup, pour une filiale d'Airbus. Ok, oui, d'où le ça, c'est un peu plus complexe, vraiment. Non, t'inquiète. C'est plus du côté de ma mère que je me suis aidée pour mon parcours professionnel que du côté. Et t'as des de mon frères père. et sœurs ? Oui, j'ai un frère. Ok. C'est un grand frère, un petit frère ? J'ai un petit frère, du coup, et il est kiné à son compte. Rien à voir avec la compta. Bon, il est Non. quand même en profession libérale, du Oui, coup. Ouais, oui. C'est ça. Et du coup, toi, t'étais quel type d'enfant quand t'étais à l'école, au niveau des notes, au niveau, je sais pas, est-ce que t'étais plutôt turbulente, est-ce que t'étais sage ? Je pense que j'avais deux dans mon enfance, j'avais deux aspects, on va dire, ou deux faces. À l'école, j'étais plutôt sage et j'avais des bonnes notes. Et après, j'étais un peu plus exubérante côté privé. Du coup, j'étais toujours la première à faire des bêtises. Ouais, t'étais un peu, on va dire, plus réservée parce que peut-être c'était des gens que tu connaissais moins. Et puis, dans le cadre privé, tu te lâchais un peu plus, on va dire. Et donc, du coup, au niveau des notes, tu te situais où par rapport aux autres élèves dans la classe ? J'étais plutôt avec des bons élèves. Ok. Donc, pendant toute ta scolarité ou oui. Ouais. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire quand tu étais petite ? Mais au début, je voulais faire architecte d'intérieur ou décoratrice. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré un expert comptable. Et c'est ma mère qui me l'a présenté. Et ça a été le déclic. Je me suis dit, c'est vraiment super bien. Il est connu, en fait, sur Bordeaux. Et il fait de la consolidation. Ok. Et il m'a expliqué que le matin, il pouvait faire de l'expertise, il pouvait conseiller, puis le soir, il faisait de la conso. Il était passionné par son métier. Et t'avais quel âge, du coup, à ce moment-là ? J'avais 15 ans. Ok, donc assez tôt aussi. Enfin, moi, pour le coup, c'est pareil, j'avais eu envie assez tôt d'être expert comptable, mais je veux dire, en général, tu sais, c'est pas forcément le métier qui te fait rêver. Du coup, qu'est-ce qui t'avait attiré quand il t'avait présenté son métier ?
C'était vraiment l'aspect de me dire qu'en fait, il me disait qu'il pouvait faire plein de choses dans la journée, c'était varié. Vraiment, il changeait d'activité tout au long de la journée. Et puis, il pouvait traiter des petites entreprises comme des grandes entreprises. Et vraiment, il était tellement passionné que ça me donnait vraiment envie de faire comme lui. D'où l'importance aussi d'avoir des modèles un peu. Des fois, c'est vrai que c'est important, que ça soit dans les professeurs, des fois pour nous faire aimer la matière ou pour nous donner envie de faire un métier. Ok, et donc du coup, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, je veux être expert comptable. Ouais, c'est ça. Oui, à partir de là, je me suis dit, je veux être expert comptable. J'arrête, du coup, je veux plus faire décoratrice d'intérieur. Et donc, je me suis mis, du coup, je me suis mis dans la filière ES à l'époque, parce que maintenant, c'est plus ES, il me semble. Et pour passer, du coup, pour arriver à mon but d'être expert comptable. Et c'était pas une option pour toi d'aller, par exemple, en STMG ou... Mais je me suis pas posé la question. C'est vrai que si t'avais plutôt des bonnes notes, en général, c'est... oui, si c'est pas bien, mais en général, c'est plutôt... C'est vrai qu'en fait, je sais pas pourquoi, je crois que je me suis même pas posé la question. Je suis arrivée en filière générale, au lycée général. Et en fait, de là, on m'a mis en ES et ça s'est fait naturellement. Je crois que j'ai même pas réfléchi à une filière technique pour le coup. Tu te posais pas forcément la question. Non. C'est vrai qu'il y a pas mal de ES quand même parmi les experts comptables. Donc du coup, c'était vraiment naturel au niveau du choix du bac. C'était, plus après, tu voyais bien que c'était en lien peut-être, vu que c'est un bac économique, c'était en lien aussi avec le métier d'après. Et donc, comment t'as choisi après au niveau du post-bac pour devenir expert comptable? Parce qu'en soi, il y a plein de voies différentes au niveau des études. Mais là, alors je me rappelle très bien, j'avais fait plusieurs vœux à l'époque sur admission post-bac. J'avais mis l'IAE en premier, et puis après, j'avais dû mettre... en fait, dans tous les cas, mes deux premiers choix, c'était le DCG. Et puis après, j'avais la licence économique et sociale si j'avais... je pense que ça s'appelle comme ça, si besoin en dernier choix. Et au final, j'ai été pris directement à l'IAE de Bordeaux. Donc, et avec une petite particularité du coup pour le DCG, ce que tu me disais. Oui, pour le coup, j'ai passé le DCG en 2 ans au lieu de 3. Ça existe même pas, ça existe même plus. Je pense que tout existe, ça doit encore exister. Et puis c'est possible. T'as toujours des gens qui passent un candidat libre. Oui, c'est ça. Si c'est possible de le passer en candidat libre pendant 2 ans. C'est un peu dur quand même. Oui, parce que toi, c'était vraiment l'école qui proposait ce cursus-là adapté au niveau des cours. Je sais même pas pourquoi ils faisaient ça, mais oui. Je sais pas pourquoi c'était en 2 ans, mais oui, c'était les seuls. Il me semble que c'était la seule école en France qui proposait en 2 ans. Et toi, c'était quelque chose que tu voulais? Est-ce que c'était un critère où tu disais c'est bien comme ça va aller plus vite, ou est-ce que tu n'avais même pas forcément tilté? Je pense que j'avais même pas réfléchi à ça. Vraiment, je voulais l'IAE de Bordeaux, c'était l'école que je voulais, et que ça soit en 2 ans ou 3 ans. Tu voulais ton DCG. Oui, c'est ça. Et du coup, comment c'était réparti au niveau des matières, tu te souviens ou pas? La première année, il me semble que j'avais 6 matières à passer, parce qu'il y en avait 12, il me semble. Je crois qu'il y en a 13, mais parce qu'en fait, vu qu'il devait y avoir le rapport de stage, ça devait être pour la deuxième année. Oui, le rapport de stage était à la deuxième année. Et la première année, on avait tout ce qui était introduction, donc à la compta, au droit. Il me semble qu'on avait l'économie. Les SIG, je pense. Oui, aussi j'avais les SIG la première année. Est-ce que j'avais l'anglais la première année? Non. Non, j'avais qu'une initiation, il me semble. Je sais plus ce qu'il y avait. Non, c'est pas grave. Après, ça faisait beaucoup de matière. Et comment tu l'as vécu, ça, justement? C'était très compliqué. La première année, c'était très compliqué parce qu'en fait, il fallait découvrir ce que c'était la comptabilité. Je partais de rien. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, et mine de rien, de passer d'un lycée où on est suivi continuellement à la fac, en quelque sorte, il y a eu un décalage, en fait, dessus. Et oui, la première année... Parce que c'est vrai que tu étais en fac, parce que tu sais, tu as aussi les DCG dans des lycées où tu es quand même relativement suivi, mais toi, c'était plus en mode l'IAE, fac. c'est une école universitaire, entre guillemets, et on était quand même 30 élèves, mais c'était compliqué à suivre parce qu'en fait, comme on avait 6 matières, c'était intense.
Il me semble qu'en 3 ans, on travaille pas, on n'avait pas à cours 5 jours sur 5, il me semble. Je sais plus. Comment ça Sur les 3 ans, il n'y a pas Ah, quand c'est en 3 ans, bah après, je je pense que ça dépend, jours, ça dépend des écoles, mais souvent, tu as une demi-journée où tu as des examens toutes les semaines, en fait. Je sais pas si tu avais... Non. il n'y avait pas le temps, entre guillemets, d'avoir les examens, mais du coup, tes semaines, elles devaient être super chargées. Oui, du coup, les semaines étaient chargées. La première année, je crois que comme je disais, la première année, ça a été un échec. Enfin, j'ai dû avoir une matière ou 2 au-dessus de la moyenne. Donc la deuxième année, il fallait... T'avais des matières à repasser qui étaient en dessous de 6 ou non? Oui, j'avais une matière à repasser, justement. C'était l'intro à la... j'avais pas... Il y en avait une... Je crois que c'était l'intro à la compta que je devais repasser. Comme quoi, on peut... je sais plus. On peut rater l'intro à la compta et devenir expert finalement, comptable. Oui. En fait, ou alors non, j'avais pas 6, mais j'avais en dessous la moyenne et je savais que je pouvais récupérer des points parce que sur c'était cette une matière qui est normalement un peu plus abordable. Et comment, du coup, tu avais des semaines chargées, même je pense, au niveau organisation et tout, tu devais beaucoup bosser. Mais je bossais tout le temps et je sais que la deuxième année, pour rattraper mon retard, ça a été compliqué. Je me rappelle en fait même de travailler avec d'autres élèves parce que pour moi le contrôle de gestion on partait pareil de rien, on n'avait qu'une année pour comprendre comment calculer les coûts de revient, etc. Et donc je sais qu'une fois par semaine, tous les soirs, je me posais avec quelqu'un qui avait quelqu'un qui était en BTS, qui avait eu l'expérience du contrôle de gestion, et oui, on passait toute une soirée dessus. Enfin, je passais vraiment beaucoup de temps. C'est bien, je trouve, c'est important. Après, moi, je trouve qu'on c'est bien aussi des fois de travailler tout seul, mais c'est bien aussi de travailler avec d'autres personnes. Et justement, tu sais, des fois, les BTS, ils peuvent être un peu dénigrés ou autres, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Et du coup, justement, des fois, chacun a des choses à apporter à l'autre. Et justement, eux qui ont déjà, comme tu disais, qui avaient déjà ils avaient plus des notions là-dedans, bah, autant travailler avec eux pour justement... apprendre plutôt que de se dire c'est des BTS c'est pas très bon. Non, mais pour le coup je trouvais que oui, les BTS ils avaient beaucoup plus d'expérience au contrôle de gestion et ils me permettaient de comprendre beaucoup mieux le contrôle de gestion parce que j'avais zéro expérience. On faisait des exercices, je comprenais rien, et en fait grâce à ce groupe en fait qu'on avait constitué, on arrivait à avancer et j'arrivais à comprendre en fait toutes les étapes pour arriver à la fin de l'exercice et tout réussir. Surtout si tu avais un peu du mal en compta, par exemple le contrôle de gestion ça découle de la compta, etc. Donc c'est compliqué des fois si t'as pas la base de comprendre ce qui est après. Puis même pour eux, je pense que c'était bien aussi parce que d'expliquer le cours, ils arrivent à mieux assimiler également. Oui, ça veut dire que tu as compris. Je pense que du coup, on s'aidait mutuellement en fait à se répéter les cours, à mieux assimiler. Je trouve qu'on arrivait à... je sais qu'on était un bon groupe et on arrivait à travailler. De toute façon, on était obligés parce que c'était tellement intense qu'on avait besoin... On avait besoin de travailler et de se réexpliquer les choses. On était vraiment un bon groupe. Ça se motive aussi que si t'es tout seul, peut-être que tu vas te dire j'ai la flemme ce soir ou autre. Alors que là, tu sais que tu travailles en groupe, qu'entre guillemets, c'est ce moment-là où tu travailles. Donc c'est peut-être plus simple. Et du coup, t'avais eu tes premiers stages aussi? Oui, je pense. J'ai eu un stage, mais je crois que normalement en DCG, c'est 2 stages d'1 mois. Et pour le coup, nous, on avait un stage de 2 mois. Ok. T'as fait en cabinet du coup? Oui, j'ai fait en cabinet, dans un petit cabinet près de Bordeaux. T'avais fait quoi comme mission? J'ai fait de la saisie. T'es méchant et du coup ça t'avait pas, je sais pas, des fois ça peut te dégoûter un peu ou autre. Enfin, tu t'étais pas dit ah mince, c'est ça en fait. Ça m'a pas dégoûté, mais je sais que ça a été Par contre, c'était une problématique pour trouver une idée de rapport de stage. Enfin, c'est souvent le cas. Enfin, oui, en fait, je crois que même dans tous les stages, la problématique, c'est OK, on fait de la saisie ou OK, on vient en renfort mais on peut pas, on n'a pas le temps de réfléchir à une idée de stage, on n'a pas à une idée de sujet, et on n'a pas, on n'apporte pas ce qu'on nous demande en DCG ou DCG. On nous demande de réfléchir sur une problématique, mais à notre niveau, faire de la saisie, c'est pas réfléchir sur une problématique. Après, ça dépend parce qu'il y en a qui ont des missions qui n'ont pas forcément que de la saisie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes
qu'on prend en stage et on leur donne de la saisie et du coup c'est compliqué de faire un rapport de stage, voire un mémoire où tu dois te documenter sur des ouvrages, etc. Si t'as fait que de la saisie, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça t'a pas tu vois, ça t'a pas dégoûté de te dire je veux pas être expert comptable Non, ça m'a pas dégoûté et justement je sais que ma maître de stage à l'époque elle était assez elle m'a quand même aidée à trouver un sujet et j'ai pas lâché et du coup j'ai réussi à sortir quelque chose de potable. Oui, ça va, c'est passé quand même. Oui. Et donc ces 2 années-là, elles étaient quand même assez compliquées. Est-ce que tu as validé ou est-ce que tu n'as pas validé du coup ? Oui, j'ai validé du coup mon DCG en 2 ans. Vous n'étiez pas beaucoup Non. En fait, sur les 2 ans, vraiment, où on est parti du début, donc jusqu'à la fin de ce parcours, on n'a été que 2 à l'avoir. Après, je compte pas en 2e année, il y a des gens qui sont arrivés de BTS. Il y en a on a été un peu plus à l'avoir, mais oui, on n'était vraiment pas beaucoup en initial. Et du coup, après, qu'est-ce que tu as fait alors? Quel était ton choix? Je suis partie sur le cursus typique DCG, DSCG. Donc là, j'ai continué à l'IAE. J'ai fait le DCG en 2 ans. Donc là, on était sur quelque chose de classique. Oui. C'était beaucoup plus light. Et t'étais en alternance ou pas? Non, j'ai pas été en alternance. Par contre, non. J'ai été un peu en alternance, pardon. J'ai été un peu en alternance parce que comme on n'avait que 2 jours de cours par semaine, avec l'IAE... C'était light Oui. Pour le coup, t'es passé de... tout à rien. Et en fait, pour le coup, comme je m'ennuyais pendant ces 3 jours, j'ai vu avec l'IAE et j'ai fait un stage... Alterné, non? C'est pas ça? Un stage alterné ou du coup... Oui, c'est ça. Oui. J'ai fait comme un style d'alternance. Mais c'était un stage. Et j'étais assistante administrative, je pense. Oui. Donc, tu étais en entreprise alors? Oui, j'étais en entreprise, pour un partenaire de Cégide. Toujours en lien un petit peu avec l'expertise. Ok, mais du coup, tu t'étais pas dit je veux refaire en cabinet ou... Oui, mais en fait, j'ai rencontré mon maître de stage et puis ça s'est très bien passé. Et en fait, comme il était aussi... c'était un partenaire de Cégide, un revendeur chez Cégide. Pour le coup, on s'est bien entendu. J'ai eu une mission où je l'ai aidé avec des experts comptables. Et ça m'a plu et on y allait ensemble. T'as fait ça pendant 1 ou 2 ans du coup? J'ai fait avec lui pendant 6 mois environ. 6 mois. Oui. Ça, c'était la première année de DCG. Et la 2e année, donc j'ai fait mon stage de 3 mois en audit. Et j'ai fait pareil que la première année. J'ai continué en fait 2 mois de plus avec le cabinet où j'étais en stage. Donc à ce moment-là, tu découvres l'audit. Alors c'était un choix ou tu voulais essayer de voir ce que c'était? Non, c'était pas un choix. Enfin, c'était pas un choix. J'ai été là où on m'a pris. Donc c'était l'audit et je connaissais pas du tout l'audit. Donc ça a été vraiment une grande découverte parce qu'il me semble qu'on n'apprend pas forcément à faire de l'audit. Non, après tu sais, t'as un peu des cours en comptabilité audit en DSCG, mais c'est plus théorique et ça représente pas forcément ce que tu fais. Non, pas du tout. Et du coup à ce moment-là, alors tu découvres ce que c'est l'audit et tu faisais quoi? Là pour le coup c'était pas mal parce j'ai fait pas mal de missions très diversifiées. Je suis arrivée, j'ai fait une analyse de contrôle interne, j'ai fait des contrôles de compte dans plusieurs structures dans le domaine du vin. Donc là, c'était typique bordelais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Des groupes aussi. Et ça a été vraiment très diversifié et c'était très enrichissant de faire un peu... Et du coup, peut-être que ça t'a plus que l'expertise, où tu t'es dit, l'expertise, c'est chiant, c'est de la saisie. Oui. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai continué dans le parcours de l'audit. En fait, je sais pas, j'ai suivi. Oui, j'ai suivi, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai suivi, j'ai fait l'audit. Puis après, j'ai été prise et oui, j'ai continué comme ça. Du coup, là, t'étais en DSCG, donc tu valides en 2 ans? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc après, qu'est-ce que tu fais alors? Et après, je suis prise du coup dans un cabinet en audit. Et c'est celui où tu avais fait ton stage ou pas? Non, pas du tout. Ils m'ont pas pris. Parce qu'ils voulaient me prendre à un salaire très bas. En audit. Oui. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué du coup. Enfin, on a inversé la tendance là en 5-6 ans. Du coup, c'était compliqué d'avoir c'était compliqué de trouver un poste. Oui, c'était très compliqué, surtout quand on n'avait pas beaucoup d'expérience.
trouver un poste. Donc j'ai vraiment pris le premier qui voulait bien de toi. Bon, après, t'as quand même regardé un peu le salaire, tu t'es dit, faut pas exagérer non plus, mais. Oui, c'est ça. Oui, il y en avait un qui, oui, le stage, non, je suis pas allée là-bas. C'était pas très bien payé pour de l'audit. Donc là, c'est un cabinet en audit. Oui. Et est-ce que tu t'inscris au stage directement? Oui, je m'inscris directement en stage. Ok. Et je commence directement. Oui, je commence direct. Et je sais pas, ils t'ont pas un peu freiné dans le sens où vu que t'avais pas fait d'alternance et t'avais 1 an d'avance entre guillemets. Enfin, tu vois. Des fois, tu as des cabinets qui disent t'es un peu jeune, t'as pas d'expérience et du coup, qui veulent pas forcément que tu t'inscrives, mais eux, Non. Ça n'a pas été un frein en tout cas. Ça n'a pas été un frein. Il me semble qu'en audit, j'étais la seule expert comptable stagiaire, donc il n'y a pas eu de frein. Non, j'ai pas ressenti ça en tout cas. Ok, c'est cool en tout cas. Donc là, tu fais encore de l'audit. Et est-ce que tes missions sont différentes ou... Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, du coup? Non, à l'époque. Ah, oui. Je me demandais, il y a eu un saut. Non, enfin, je veux dire, si on se replonge à l'époque, tu faisais de l'audit. Est-ce que c'était différent de ce que tu avais fait dans l'autre cabinet ou c'était... J'intervenais plus sur le contrôle des comptes que sur l'analyse du contrôle interne. On avait c'est vrai qu'en fait, comme on avait beaucoup de dossiers, on n'avait pas assez de temps pour l'allouer à l'analyse du contrôle interne et à réussir la démarche comme il faut, la démarche bien... La démarche d'audit. Oui, la démarche d'audit, c'est ça. Et c'était quelque chose qui te dérangeait. Enfin, je sais pas, peut-être que t'étais pas fan du contrôle des comptes et que du coup ça... Non. Mais non, j'étais pas fan de la manière dont on faisait l'audit. Et puis en fait, je pense qu'au bout d'un moment, comme je faisais pas d'expertise, c'est surtout ça, je pense. J'avais la vision... Pour moi, quand on devient expert comptable, on a besoin de faire de l'expertise comptable et j'en faisais pas. Donc, j'ai peut-être fait une fixette sur l'audit, mais il fallait que je fasse de l'expertise comptable et ça me manquait. Et même le fait de se dire, on peut faire des recommandations, mais du coup, il n'y avait pas cette partie conseil. On pouvait pas donner de conseils et parce que c'est interdit du coup de conseiller quand t'es en audit. Et le truc qui est un peu... spécial, c'est que tu peux faire ton stage 3 ans d'audit et être expert comptable, alors que tu n'as jamais fait d'expertise, entre guillemets. Mais là, alors que l'inverse n'est pas... Oui, si tu vas avoir la casquette commissaire aux comptes, tu dois faire les deux. 200 heures, je crois, d'audit. Oui, tu dois faire 200 heures en audit pour avoir la double casquette, mais l'inverse n'est pas vrai. T'es pas obligé de faire... tu peux faire 0 heure d'expertise et être expert comptable. Oui et non, parce que je crois qu'à l'époque, je me rappelle de quelqu'un qui avait fait 100% d'audit et justement, il devait faire quand même des heures d'expertise pour... oui. Alors peut-être c'était un cas... Ouais, je sais pas. Pourtant, il me semble... C'était un cas à part. Mais... Parce que quand, en fait, on remplit nos heures, c'est vrai que si on fait que de l'audit, aussi, ça peut pêcher, en fait. Mais après, on se rend compte qu'en audit, on fait aussi des heures d'expertise parce qu'on fait des missions spéciales et qui sont rattachées à l'expertise comptable. Donc, on peut trouver un équilibre comme ça et passer les 2 diplômes. Mais c'est vrai que pour moi, avoir 0 expérience en expertise, c'était très problématique pour passer mon diplôme. Et donc à ce moment-là, tu te dis je veux arrêter l'audit ou je veux faire un peu les deux ou qu'est-ce que... Eh bien, j'ai fait un virage et je me suis dit j'arrête l'audit. Je me suis dit je suspends mon stage. Ah oui, ok. Oui, je me suis dit j'arrête tout. Je fais une pause. Je veux apprendre l'expertise et limite je pense que je suis repartie pas de 0 parce que quand même je comprenais la comptabilité, mais oui, je repars à 0. J'apprends à faire une TVA, j'apprends à faire un bilan de A à Z et puis après on verra et je me réinscrirai. Je vais réactiver mon stage. Plus donc tard. en fait, parce que quand tu dis que tu as suspendu ton stage, donc tu es partie du cabinet où tu étais et en fait tu as pris du temps un peu pour te former à ces sujets-là ou parce qu'en soi tu t'es pas dit je vais aller dans un cabinet pour faire de l'expertise et je vais apprendre là-bas. T'as fait vraiment une pause. Non, en fait j'ai quitté le cabinet d'audit.
je suis partie du coup dans un autre cabinet pour faire 100% d'expertise. Et à ce moment-là, quand j'ai changé, je leur ai dit, par contre, je me suspends en fait. Ah, ok. Et je prends le temps parce que je me disais, le stage c'est 3 ans. Et en fait, je voulais pas arriver à mes 3 ans de stage et me dire, j'ai que 6 mois d'expérience. Et pour moi, ça allait pas le faire. J'allais pas passer mon diplôme qu'avec 6 mois d'expérience. Donc ton but, c'était pas forcément de passer ton deck le plus vite possible, ou non. Enfin, tu t'es vraiment dit. Alors parce qu'en soi, t'aurais pu te dire, c'est pas grave si ça compte pour le stage, parce que peut-être que tu serais diplômée plus tôt, mais ça veut pas dire forcément que tu te serais installée à ton compte, ou tu vois, t'aurais pu faire un peu ton expérience aussi après le diplôme. Mais en fait, même je me suis dit, il me faut vraiment de l'expérience en expertise, parce que si je veux faire mon mémoire, il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire et que j'ai le recul nécessaire à l'expérience pour arriver à trouver une problématique pour faire un mémoire derrière. Après, ton mémoire, en soi, tu peux le faire sur l'audit. Ou même, tu sais, maintenant, tu as des sujets un peu organisationnels, management, process, RH et tout. Donc, Mais ça, oui. Mais ça, je sais qu'on nous l'avait... à l'époque, on nous l'a vraiment déconseillé de faire des mémoires sur l'organisationnel. Après, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont sur ces sujets-là. Donc, pourtant, j'en vois plein passer, mais en fait, je sais que là, d'expérience, qu'on avait fait des réunions avec l'annexe, on nous disait que soit c'est très bien écrit et ça passe. Oui, c'est qui tout double. Oui. Et faut pas faire un truc bateau, sans dire que forcément c'est tout le temps des sujets bateaux, mais souvent, maintenant, tu peux avoir beaucoup sur la digitalisation, sur le télétravail, où, en fait, ça peut être des bonnes idées. Après, il faut vraiment bien les traiter parce qu'il y a tellement de gens qui vont faire sur ce sujet-là que le jury, le jour où tu passes, ça se trouve, il y en a 10 ou 20 qu'on fait sur le même sujet, donc il faut pas que tu... faut pas refaire la même chose, Donc, je sais que ça, c'est des sujets quand on avait fait nos réunions, on nous avait interdit entre guillemets, on nous a déconseillé de faire ça. Et pour le coup, je me disais, il faut vraiment que je trouve quelque chose avec l'expérience que j'ai. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps. Et du coup, tu as parlé de l'annexe, alors ça veut dire que donc toi, tu étais à l'annexe, tu étais adhérente ou tu étais... je faisais partie du membre... du bureau peut-être. Oui, et je crois que j'étais responsable de la communication à l'annexe Aquitaine. Après, Après, je suis passée du coup à l'annexe nationale où j'ai été membre active et trésorière de l'annexe nationale. Ah ok, super. Et t'avais connu l'annexe peut-être avec la première journée de stage ou... Oui. Non, enfin pas... Oui. Non, pardon. Oui, j'ai connu l'annexe, mais je l'ai connue avec... on avait les soirées... comment ça s'appelle ? Non, c'est pas de la soirée... Comment on a recours... Oui, non, mais il y a les soirées d'intégration. Pardon. Oui, sur Bordeaux, en fait, on a la première, journée, et le soir, on a une soirée avec l'annexe. On avait, Et du coup, ça t'a attiré. Tu t'es dit. Oui, et puis en fait, comme on se connaît tous un peu, on se connaissait tous par du coup l'école, on s'est retrouvés à l'annexe et on se suivait un peu comme ça. Donc, on s'est motivés à aller à l'annexe et à rentrer dans le bureau. Ok, super. Et donc du coup là t'es dans le cabinet, t'es en toujours on revient avant. Non, là du coup t'étais en expertise. Oui, d'accord. Là t'étais en expertise. Du coup est-ce que tu restes dans ce cabinet là jusqu'à la fin de ton stage, ou est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais? Et non, du coup j'ai eu une opportunité en fait au bout d'un an dans ce cabinet où j'étais en 100% d'expertise comptable. T'avais toujours pas repris ton stage du coup à ce moment-là? J'ai repris en plus. Ouais, t'avais repris, donc t'as dû rechanger. J'ai repris à la fin du coup et j'ai eu une opportunité en fait dans un petit cabinet pour faire de l'expertise et de l'audit. Et en fait, même j'ai passé l'entretien, mais vraiment, je me suis dit, je passe l'entretien, mais dans tous les cas, je m'en fiche. Je peux rester là où je suis très bien. Et ça m'a plu. Et en fait, j'y suis allée. Parce que ça te manquait un peu l'audit, ou peut-être est-ce que c'était le cabinet en soi qui te faisait envie et du coup l'émission c'était un peu accessoire, ou... Oui, le cabinet me faisait envie, il y avait pas mal d'opportunités et d'avoir les deux, je trouvais ça vraiment bien de trouver mon équilibre expertise et audit. Et même en fait, une fois que j'ai été dans ce cabinet, je me suis dit c'est ça en fait, il me faut cet équilibre expertise audit pour et ça m'a apporté énormément en fait sur chaque mission. Oui, parce que du coup, pour faire de l'audit, c'est bien aussi de savoir quel contrôle fait l'expert comptable pour ne pas refaire les mêmes contrôles, ça sert à rien.
Et entre guillemets, c'est pareil aussi côté expertise, des fois pour un peu limiter, on va dire la casse, de se dire ok, le commissaire aux comptes, je sais à peu près où il va regarder. Et enfin, les deux se complémentent un petit peu. Et donc là, tu as fini ton stage là-bas? Oui, j'ai fini mon stage. J'ai fini mon stage là-bas, j'ai passé mes écrits là-bas. Et puis, il y a eu le Covid. Fameux. Oui, et en fait, je suis partie... En fait, j'avais un projet depuis, on va dire, depuis mes 18 ans. Je voulais partir en tour du monde. Et, du coup, tu t'es dit l'année du Covid, là, c'est mon année. Je me suis dit, l'année du Covid, très bonne idée, j'y vais. Et en fait, je lui ai annoncé début 2020 que je partais. Donc, on savait pas qu'il y avait le Covid à l'époque. Et j'ai fait embaucher quelqu'un pour me remplacer. J'ai mis tout en place. Et puis, le Covid est arrivé. Et je suis quand même partie. Mais j'ai passé mes oraux, pour le coup, en octobre ou novembre 2020, je pense. Parce que du coup, ça avait été annulé. Oui. Et tu avais fait sur quoi ton sujet de mémoire ? J'avais fait sur les organismes de formation et sur leur certification qualité. Ok, et du coup, qu'est-ce qui est... Ouais, tu peux expliquer un peu Oui, j'avais fait du coup, en fait, je trouvais pas de sujet. En fait, il faut vraiment il faut reprendre depuis le début. Ouais. Je cherchais un sujet avec ma maître de stage. C'était très compliqué parce qu'en fait, c'était un petit cabinet. Donc, on fait plein de petites missions, mais c'était pas vraiment spécialisé. Donc, on n'arrivait pas à trouver des missions de conseil où vraiment j'apportais une nouveauté, en fait, dans un domaine. Quelque chose qui peut faire... un dossier de 200 pages, quoi, parce que oui, quand voilà, même, c'est plein de petites missions où il n'y avait pas forcément de points communs entre, au niveau du secteur. C'est ça, en fait, quand je cherchais, je trouvais, ok, j'avais plein de petites idées, mais on pouvait jamais pousser très loin. Et pour le coup, j'avais déposé une notice sur un sujet organisationnel, sur un sujet, et j'ai eu un fameux 4-3, du coup. Et du coup, le sujet organisationnel, c'était plus quelle partie ? C'était pour créer, en fait, pour vraiment développer l'aspect, mais je pense que je sais pourquoi j'ai eu ce 4-3, je suis partie dans tous les sens. C'était pour développer les missions de conseil, en fait, de l'expert comptable. Et en fait, directement, j'ai eu mon 4-3. Donc, je me suis dit, ok, je change de sujet. Parce que, je sais pas, ils n'ont pas forcément vu l'intérêt parce qu'ils se sont dit, comment ça, développer les missions de conseil, il fait déjà du conseil. Je sais même pas pourquoi j'ai eu un 4-3. Enfin, si, du coup, tu sais, mais tu sais pas pourquoi tu as choisi ce sujet, peut-être. Je sais pourquoi j'ai choisi ce sujet, parce que vraiment, ma maître de stage, j'aimais bien sa vision des choses et j'aimais bien le fait que, ok, on a la mission comptable, mais en fait, derrière, on va développer plein d'autres missions. On va être vraiment on va accompagner les entreprises et on va créer plein de petites missions autour. Donc, on va faire... et c'était là où je me disais, ok, on va créer un portefeuille de missions annexe et c'est comme ça qu'on va trouver, comment dire... pour moi, c'était la vision de l'expert comptable de demain. Mais je me suis fait arrêter directement avec mon 4-3. Ou la compta, en fait, c'était juste le point d'entrée du client. Enfin, le client de base, il vient de voir pour la compta. Mais après, en fait, il a d'autres besoins. C'est ça. Et donc, il faut valoriser ses autres missions. Et il faut lui faire payer ses autres missions. Il faut trouver le tarif. Oui, c'est ça. Il faut trouver vraiment un autre biais, un autre axe pour le retenir. Il faut qu'il sache aussi que tu fais ces missions, parce que des fois, on a des clients qui, je sais pas, ils vont se tourner vers des avocats ou d'autres professions parce que ils savent pas des cabinets de conseil, même parce qu'ils savent pas que en fait l'expert comptable il aurait pu faire tout ce qui est accompagnement, financement, etc. Ce genre de choses. Et donc t'as eu ton 4.3, t'étais comment à ce moment-là? T'étais déçue, parce que tu croyais vraiment et du coup franchement oui, j'étais déçue. Je me rappelle même avoir commencé à rédiger l'introduction. T'étais à fond, quoi. T'étais motivée et puis là ça t'a mis un coup. J'étais motivée. En plus on s'était créé un groupe avec d'autres personnes pour se motiver à écrire notre notice. Donc j'avais vraiment poussé ma notice. Effectivement, je l'avais rédigée, je pense, trop vite. Et là, j'ai eu un 4-3, donc ça a été vraiment le choc. Tu peux expliquer ce que c'est un 4-3, du coup, pour ceux qui sont encore étudiants, etc. Oui, ça peut parler un peu, je pense, au DSCG aussi, parce qu'il y a ce système, il me semble. Mais je crois qu'il n'y a pas 4-1, 4-2, 4-3, il y a en gros...
refuser, accepter partiellement et accepter. En fait, quand on commence à rédiger donc notre notice, là où on va faire notre plan, on va expliquer quel est l'intérêt du sujet, les limites du sujet. On va même développer toute la bibliographie. Ça, c'est un peu comme au DCG du coup, oui. pour le coup. Et donc 4.1, c'est qu'ils acceptent du coup le sujet. 4.2, avec modif, je crois. On fait des modifications. Il y a besoin de modifications. Et il faut qu'on passe au 4.1, si je ne me trompe pas. Et 4.3, c'est je refuse totalement le sujet. Ouais. Oui. Et donc moi, j'ai eu un 4.3. Ça veut dire que tu ne pouvais pas passer le mémoire à la session. Oui, c'est ça. Ça voulait dire que je devais le faire. Il fallait que je redépose une notice pour la session 6 mois après. Et là, pour le coup, en plus, je crois que vraiment, ils te refusent le sujet. Donc ça veut dire que tu dois trouver un autre sujet. Alors, pas forcément, mais je sais que j'avais tenté de contacter du coup la personne qui m'avait refusé pour savoir pourquoi elle m'avait refusé, mais j'ai pas eu de réponse, donc je peux pas dire pourquoi. Et je sais que pour le coup, on avait été très choqués avec ma maître de stage parce que on avait travaillé ensemble sur ce sujet et en fait, j'ai eu un refus, mais Et elle était expert comptable oui. Du coup, ouais. Oui. Donc elle avait l'expérience de... Elle avait déjà passé son mémoire, de savoir un peu ce qui était attendu. Oui. Mais on avait été un peu... j'étais un peu choquée sur le coup, parce que c'est vrai qu'on prend un 4.3 et en fait, il faut repartir de zéro. Alors que tu as déjà passé du temps, du coup, pour la bibliographie, etc. Tu t'es déjà imprégné mine de rien, en fait, faire... tout, c'est... Et c'est là où je trouve que ce parcours, il est vraiment prenant, parce qu'en fait, il faut déjà passer par faire une recherche du sujet, aller gratter si le sujet est intéressant. Et puis là, on va mettre toute la trame. Donc, on va vraiment détailler en sous-parties. C'est comme si tu l'avais déjà écrit, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a plus qu'à. Oui. Donc là, on repart à zéro. et pour le coup, j'étais vraiment déçue. Mais je me suis dit, il ne faut pas lâcher. Enfin, tant qu'on est dans le parcours, on continue. Et c'est là où vraiment je suis repartie à zéro. C'est là où on m'a vraiment redit, ne fais pas de sujets organisationnels ou vraiment très génériques sur les cabinets, pars vraiment sur des missions, créer des missions. Et je suis vraiment repartie sur cet axe-là. Et pour le coup, c'était là où je suis vraiment repartie et je suis allée contacter pas mal de nos clients pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient comme mission en plus. Et notamment cet organisme de formation. Et c'est là où ça tombait avec Calliope, donc le référentiel national qualité qui était mis en place en 2021. Et c'est que depuis 2021, Calliope ? Non, c'était déjà avant, non ? C'était la date limite, du coup, mais ils l'ont repoussé à 2022. C'est bon, j'y suis. Du coup, c'est la date limite pour quoi exactement ? Pour faire la demande ? Pour que toutes les... Comment dire ? En plus, je sais ce que je connais mon mémoire. En fait, pour que toutes les actions de formation soient prises en charge par les pouvoirs publics, par les organismes publics, par les OPCO ou par, on va dire, Pôle emploi ou tout ce qui est public, il faut que l'organisme de formation soit du coup référencé du coup Calliope. Et c'était en 2021, mais ça a été repoussé avec le Covid en 2022. Et donc il y avait un vrai sujet parce que quand j'ai rencontré l'organisme de formation, c'était très compliqué pour eux. Ils ont pris du coup quelqu'un qui les a accompagnés pour passer ce référentiel. Et en fait, je me suis dit, mine de rien, cette certification Calliope, ça ressemble à une sorte d'audit où en fait on va auditer, le certificateur Calliope, il va auditer tous les les process, tous les critères, tous les indicateurs, voir si il respecte tous les indicateurs, s'il y a des non-conformités majeures ou mineures pour du coup passer certifier entre guillemets, comme on certifie les comptes, là on certifie. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit il y a quand même un lien, donc cette mission on peut la transposer, on peut la vendre dans un cabinet. Et je suis partie de là. Mais c'est marrant du coup que les clients, tu vois, quand tu leur as demandé quelle mission vous avez besoin, qu'ils t'aient parlé de ça, parce que si je me mets à la place du client, je me dirais pas tiens, mon expert comptable, j'ai un problème sur Calliope, est-ce que tu pourrais m'aider ou pas ? Et eux, ils ont pas eu cette barrière, tu vois, de se dire je vais lui parler de ça. C'est que de la compta ou c'est que du... Eh bien,
c'était important en fait ce Calliope parce que si jamais il l'avait pas, et en plus là pour le coup c'était une asso, donc elle avait besoin d'avoir cette certification. Si elle l'avait pas à partir, donc à l'époque c'était en 2021 mais ça a été reposé, si elle n'avait pas à cette date limite, en fait une partie de son activité s'arrêtait. Et donc il y avait un risque de continuité d'exploitation et il y a un risque qu'elle s'arrête. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes, etc., de formation qui s'appuient sur, que ce soit Calliope, Datadoc ou ce genre de certification. Et sinon, vu que c'est leur principale source de revenus, entre guillemets, peut-être tu peux expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas trop comment ça marche Calliope, à quoi ça sert si on est certifié, c'est quoi les avantages alors, du coup, avant, effectivement, avant, en fait, on avait Datadoc et on est passé sur Calliope. Quels sont les avantages, c'est ça de... Oui, du coup, c'est plus au niveau du financement. Oui, en fait, avant, c'était donc référencé Datadoc et maintenant référencié Calliope. Si on est référencé Calliope, en fait, tout peut être pris en charge par les pouvoirs publics, donc par les OPCO, par Pôle emploi, par la région. Et même, en fait, maintenant, pour répondre à des appels d'offres, il faut automatiquement être certifié Calliope pour pouvoir répondre. Et comment dire Et t'as le CPF aussi, je pense qu'il faut pour que tu puisses puiser dans ton CPF, il faut que l'organisme soit Calliope ou Datadoc. Et du coup, vu qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer la formation plein pot et qui servent dans leur CPF, parce que souvent on l'utilise pas forcément, en fait quand t'es certifié Calliope, Datadoc, je pense que tu as plus facilement des clients, on va dire, parce que justement, entre guillemets, ça leur coûte rien quand ils piochent dans leur CPF. Oui, alors après, c'est une autre étape. D'ailleurs, c'est très... c'est pas automatique. En fait, on peut être référencié Calliope, mais après, il y a une autre étape. Il y a plusieurs biais pour rentrer dans le CPF. Et ça peut être encore une autre étape pour repasser et être référencé sur mon compte formation. Mais oui, du coup, ils sont obligés d'être Calliope pour après pouvoir être inscrits sur la liste des organismes de formation qui sont référencés dessus. Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Oui, c'est encore une autre étape. Mais je sais que les organismes de formation, ils ont vraiment été en difficulté. En fait, là, lorsque cette réforme est sortie, et ça servait un peu d'écrémage. Comme il y avait beaucoup d'organismes de formation en France par rapport à d'autres pays européens, et ça a permis en fait de contrôler un peu mieux les organismes de formation. Et toi, qu'est-ce que tu as fait exactement pour cet organisme de formation ? Par exemple, pour la certification, quel type de mission tu as fait vraiment ? Alors en fait, là, quand je me suis renseignée auprès de... Cette organisme de formation, elle passait déjà par un partenaire. Elle était déjà accompagnée. Donc, je me suis vraiment renseignée avec elle. J'ai pris toutes les informations. J'ai fait pas mal d'interviews avec l'organisme. Et j'ai pris toute la doc qui me fallait. Et après, en fait, j'ai fait une phase de test avec deux clients. Et c'était des organismes de formation aussi Oui, c'est ça, 2 organismes de formation pour voir du coup et j'ai monté mon questionnaire avec du coup un compte rendu derrière pour voir si ça marchait vraiment. Donc j'ai fait ce questionnaire que j'ai pas vendu pour le coup, mais que j'ai que j'ai testé plutôt, voilà, que j'ai testé en fait sur les organismes de formation, sur 2. Ok, super intéressant en tout cas. Donc l'expert comptable, il n'est pas obligé de faire que de la compta, il peut faire plein d'autres trucs. Et du coup, j'ai vu que là, tu étais aussi, je sais plus, chez un organisme de formation, je sais plus, Compétences Plus ou quelque chose comme ça. Oui, en fait, et grâce à mon mémoire, en fait, ça m'a permis d'ouvrir d'autres débouchés. Je pense que je sais plus si j'en ai un peu parlé dans mon mémoire, mais mine de rien, en fait, de faire cet audit. En fait, dans mon mémoire, je vendais vraiment faire un audit pour accompagner les organismes de formation, faire un peu un état des lieux, ce qu'il y a à mettre en place. Et j'expliquais dans mon mémoire que la suite, en fait, c'était créer des outils. Donc, ce que j'ai fait par la suite, qui était hors mémoire, ça a été créer pas mal d'outils en fait pour les intégrer dans les organismes de formation. J'en ai testé après et ça me permettait aussi en fait de préparer mon oral parce que j'ai eu le temps du coup entre la fin de la rédaction et l'oral
Donc, j'ai pu créer pas mal d'outils que je pouvais vendre. Du coup, je vendais mon audit, puis après, tous les outils qu'il fallait mettre en place. Et après, ça a débouché parce que les organismes de formation se rendent compte que finalement, c'est compliqué de contrôler la qualité au quotidien parce que, sans rentrer trop dans les détails, quand on fait une formation, je sais pas, il faut collecter des données, faire des bulletins d'inscription, faire la demande de financement. Je crois que c'est un gros formalisme. Oui, quand tu es certifié, tu dois vraiment suivre chaque on va dire étudiant, savoir où est-ce qu'il en est dans son cursus, est-ce qu'il est satisfait ou pas. Il faut vraiment individualiser en fait la formation, savoir si cette formation elle est complètement adaptée aux stagiaires et contrôler si le stagiaire, il n'y a pas de rupture pendant la formation, s'il faut réadapter le cours et jusqu'à du coup à la fin, même contrôler sa satisfaction et voir s'il y a des actions à mettre en s'il y a des actions à mettre en œuvre pour améliorer du coup le parcours et on repart comme ça. Et pour le coup et après en fait tout ce cheminement, en fait on s'est dit mine de rien avec l'organisme que je suivais en fait je peux devenir aussi responsable pédagogique externalisé. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois dans un organisme de formation. Du coup, tu gérais un peu tout ce côté suivi des stagiaires. C'est ça. Ouais. Oui, du coup, je faisais donc pas du tout de l'expertise comptable, mais je faisais de la demande de financement. Je contactais du coup les entreprises, je contactais les stagiaires. Je leur envoyais tous les documents donc pour que tout le processus de formation soit suivi en fait de A à Z. Et qu'en fait, lors du prochain Calliope, tout soit préparé, tout soit classé et qu'il n'y ait pas d'anomalie, en fait. Et qu'eux, ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier et pas trop gérer tout ce qui est administratif. Oui. Parce que mine de rien, c'est très lourd. Et donc, tu disais que tu avais eu pas mal de temps pour préparer tes outils entre le moment où tu as déposé ton mémoire et ton oral, parce que justement, il disait qu'il y avait le Covid. Et donc, tu disais que pendant cette période-là, alors, qu'est-ce que tu avais fait? Parce que tu avais quitté ton cabinet et que tu étais partie faire t'es quand même partie faire un tour du monde pendant le Covid. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, j'ai pris pas mal. En fait, comme je suis partie du coup du cabinet fin mai. T'as quand même attendu la fin de la période fiscale. Donc à ce moment-là, tu savais déjà qu'il y avait le Covid, etc. Je pensais que t'étais peut-être partie, je sais pas, en février. Et puis après, tu te retrouves coincée dans un pays. Non, je pense que si j'aurais fait ça, je serais rentrée et du coup, je serais pas partie. Mais j'ai attendu vraiment la fin du confinement. J'ai attendu qu'ils puissent ouvrir, les frontières. Et en fait, je suis partie en Europe et tout était ouvert pendant l'été 2020. Et donc j'ai pris le temps, j'ai pris du temps pour moi. J'ai créé ma structure. T'es partie toute seule en tour du monde, du coup? Non, je suis partie avec mon copain. Ok. Et pendant ce temps, je me disais, il faut que je prépare mon oral. Ça me stressait pas mal. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me trouve des gens pour tester mon audit. Et c'est de là, en fait, que tout a découlé et que je prenais du temps, du coup, pour à chaque fois contrôler si mes outils fonctionnaient, en fait. S'il y avait des pistes d'amélioration pour vraiment ajouter quelque chose lors de l'oral. Et donc, en fait, je travaillais, c'est assez marrant, je travaillais, je trouvais des réseaux, je trouvais un Wi-Fi. Un peu dans n'importe quel pays. J'ai travaillé en Grèce, il faisait chaud, avec plein de Grecs autour, et du coup, je travaillais sur ma certification Calliope. Donc, du coup, t'es restée vraiment en Europe, au final, t'es pas allée dans d'autres pays? Non, après, j'ai bougé, en fait, j'ai fait l'Europe pendant 6-7 mois, et puis après, j'ai fait 6 mois, 7 mois en Amérique Ah oui, donc en fait, t'as fini en mai, et après, jusqu'à fin 2020, en gros, t'étais en Europe? Oui, jusqu'à fin 2020, j'étais en Europe. Oui. Et t'es partie en Amérique du Sud sur 2021? Oui, de décembre 2020 à juillet 2021, oui. Okay. Le premier semestre 2021. C'était pas galère, du coup, de voyager dans cette période-là? Non, en fait, non, parce qu'une fois qu'on est vraiment dans le voyage, non, il n'y a pas de problématique, on trouve une solution et on s'adapte. Enfin, je sais que mon parcours initial n'a pas du tout été... le trajet que j'ai tracé au début, avant Covid, n'est pas du tout celui que j'ai fait. Et puis, je m'adaptais. Et mine de rien, je me suis dit, je vais au Mexique pour mon premier pays. Et puis, je vois que le Guatemala est ouvert, je vais au Guatemala.
Ouais, tu t'étais pas dit, ok, de telle date à telle date, je reste ici, ensuite de telle date à telle c'était date. C'était impossible, oui. Ouais, je faisais en fonction des pays qui étaient ouverts. Et du coup, je me testais à chaque pays. Je faisais un test PCR pour passer les frontières. Mais tu avais quand même dû rentrer en France pour passer ton oral, alors non? Oui. C'était encore en novembre 2020. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais en fait, comme j'ai fini mon tour d'Europe, je l'ai fini en France. Et donc, j'ai fait un aller-retour du coup à Paris pour passer mon oral. Et comment ça s'est passé alors, ton oral? Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé parce que je sais qu'à la fin, il y a un des comment dire, jurys, pas les jurés, mais ceux qui examinateurs. Non, un des surveillants, pardon. Il y a un des surveillants du coup qui m'a dit pour une fois vous êtes une qui pleure pas parce que tout le monde pleurait hier. Ah ouais, c'est horrible. Oui, c'était horrible, surtout qu'on nous avait dit que normalement il devait être plus indulgent avec nous parce que il y avait le Covid, donc on était plus stressés. Sauf qu'après justement, je pense que vu qu'il y avait des gens à qui on avait dit ils vont être plus indulgents, et il y a des jurys qui se sont dit non, pourquoi on n'a pas à être plus indulgent avec eux, donc ils sont un peu mis dans le truc inverse de non, on va pas les bichonner non plus. Oui, je pense qu'ils ont pas été indulgents. Mais mon jury était, je sais pas, je les ai trouvés bien. Ils me posaient des bonnes questions et puis on arrivait à discuter. Donc j'ai pas trouvé. Tant mieux. Ouais, c'était bien. C'est vrai que des fois, en fonction des personnes, tu peux avoir des histoires complètement. Oui. Du tout au rien de. Ça m'a traumatisée limite, sans faire peur à ceux qui nous écoutent, mais où c'est un peu le passage obligé. Mais ça fait peur. Même avant de le passer, je pense, j'avais vraiment peur de passer l'oral parce que il y a trop de. Oui, c'est vrai qu'il faut pas faire peur, mais il y a trop de retours négatifs sur l'oral du DEC. Et puis, en fait, on le vit encore plus intensément puisque c'est la fin du parcours. Ça y est, on a passé le DCG, DSCG, on arrive au DEC, c'est la fin. Et je pense qu'on le prend vraiment à cœur, pour le coup. Puis, vu le nombre d'heures qu'on a passé sur le mémoire, oui, on le prend à cœur. Et oui, il y en a qui ressortent. Après, des fois, ça se passe pas forcément bien, vraiment, au moment de l'oral, mais des fois, au final, ils te mettent quand même 10 ou c'est pas forcément représentatif de la note après. Non. C'est vrai que c'est pas forcément une partie de plaisir. Donc là, t'étais rentrée, t'avais passé ton mémoire. Oui. Et tu disais que t'avais créé ta structure en parallèle En fait, j'ai créé ma structure en juillet 2020 parce que je me suis dit, j'ai fait mon mémoire, autant en profiter et du coup, autant travailler avec. Donc là, du coup, c'était pas du tout un cabinet d'expertise comptable, c'était une boîte, c'était peut-être la boîte dans laquelle, dont tu te servais pour être externalisé. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que vu que tu disais que tu fais le suivi administratif. Oui. Ouais, oui, je me suis servi de cette boîte du coup, oui, pour travailler avec, mais vraiment, pas sur d'expertise comptable puisque j'avais pas le diplôme et que c'est interdit dans tous les cas, donc non, j'ai pas fait ça. Et puis après en 2021, je me suis dit, je continue, je suis dans mon voyage, mais je voulais toujours avoir une main en fait sur, je voulais toujours avoir quelque chose. Un projet, un truc pro, pas être full vacances. Oui, voilà, je voulais toujours avoir la main dessus et de pas perdre la main en fait, parce que pour le coup, la loi elle change tellement rapidement. Je voulais vraiment rester dans le domaine. Et donc en février 2021, je me suis inscrite du coup à l'ordre. Ok, mais du coup c'était toi parce que du coup tu voulais être expert comptable, mais oui. Sauf que après en fait quand t'es diplômé expert comptable, en soi tu peux être expert comptable salarié, tu peux être expert comptable, tu peux créer ton cabinet, tu peux être associé, il y a plein de modes d'exercice. Expert comptable, entre guillemets, ça veut tout et rien dire parce que tu peux exercer de différentes façons. Et toi, tu t'es dit que tu voulais être indépendante, c'était naturel pour toi, Non, en fait, vraiment, j'étais vraiment pas dans cette optique. J'étais dans l'optique où je suis en voyage, mais j'ai pas envie de perdre la main, donc je crée ma structure et ça me permet en fait de comprendre un peu comment ça marche. Une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on est inscrit, quand on a son cabinet, comment ça marche du coup avec l'ordre et avec les clients. Et donc j'ai pas trop poussé parce que j'avais du temps, j'avais on va dire 1 jour par semaine, mais après le reste c'était vraiment pour le voyage.
Ok, et donc du coup, tu as donc créé ton cabinet d'expertise comptable Oui, quand même. Alors c'est ça. t'étais à l'étranger. Oui. Et t'avais déjà des clients ou comment J'avais t'as pas fait de du coup? clients au début, donc j'étais vraiment je travaillais vraiment pour l'organisme de formation. Et puis j'ai eu des clients qui sont arrivés petit à petit. On n'est pas sur beaucoup de clients parce que j'ai pas le temps encore une fois, mais voilà, petit à petit, j'ai un client qui est arrivé qui me demandait du coup de travailler sur ses comptes. Puis après, il y en a eu un autre et comment dire, et c'est là où j'ai dû faire à distance, j'ai dû me choisir mon logiciel d'expertise comptable et j'ai dû Forcément, là, ça pouvait pas être papier, les oui. documents. Non, Donc, là, c'était des interdit. clients aussi forcément, qui étaient un peu digitaux. Oui. Et... De toute façon, c'était obligé d'être digitalisé parce que, de toute façon, le moyen pour me contacter, il fallait être connaître, en fait. Oui. Et puis, il fallait envoyer des mails parce que les coups de téléphone, sinon la facture On après... peut téléphoner à distance. Non, on peut téléphoner à distance. Alors, j'avais un de mes clients qui était très sympa et qui m'a ouvert un téléphone du coup à distance, mais après on peut aussi téléphoner à distance avec Skype, on met des crédits et du coup on se connecte un peu n'importe où. Et puis après il y a du Wi-Fi partout. La seule grosse problématique c'est le décalage horaire. Ah mais oui, c'est vrai. Puis en plus en fonction du pays, ah bah non, là, oui. ça pouvait changer de décalage horaire. Ah mince, c'est vrai, vous n'êtes pas encore réveillé à cette heure-là. Oui, oui, parce que du coup, c'était dans quel sens déjà Oui, parce qu'en fait, moi le matin, c'était l'après-midi en France, donc j'avais vraiment une fenêtre qui était assez réduite. Je pouvais travailler et contacter la France que 2-3 heures. Oui, le matin, tôt le matin. Oui, c'est ça. Ouais. Tôt le matin, j'arrivais à contacter la France. Et comment tu disais que tu avais quelques clients, du coup, comment tu les as trouvés? Enfin, c'était peut-être des connaissances ou oui, il y a eu des connaissances, il y a des personnes qui sont venues, et puis c'était par bouche à oreille aussi. En fait, comme j'ai travaillé avec une personne, elle m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre pour faire du conseil sur les organismes de formation. Et ça a marché comme ça, en fait. Et vraiment, je faisais aucune démarche pour promouvoir mon cabinet. Je n'ai vraiment pas essayé de le vendre. Oui, parce que toi, t'étais pas dans cette optique-là, vu que si t'avais trop de clients, au final, tu pouvais plus profiter de ton tour du monde. Donc ça devenait compliqué après de gérer. En plus, le voyage, c'est vraiment une organisation qui est assez conséquente quand même. Ouais, parce que du coup, tu veux essayer de faire... Enfin, en même temps, faut un peu... se reposer et tout, faut pas faire tout le temps des trucs, mais en même temps tu veux profiter du pays dans lequel t'es pour faire un max d'activités, donc mais c'est ça, du coup il fallait que après on avait réparti les tâches et du coup mon copain organisait pas mal le voyage et comme ça je pouvais me reposer et organiser tout ce qui était ma vie professionnelle. On arrivait à se répartir comme ça et je pouvais me libérer ma journée par semaine. Parce que lui peut-être qu'il travaillait pas du tout. Non, du coup, lui il travaillait pas. Non. Ça, donc tu as délégué un peu le côté charge mentale. C'est ça. C'est bon, moi je travaille. Donc et du coup, vous êtes revenu. Du coup, tu m'as dit en été 2020... Juillet 2021. Ouais. Oui. Et donc à ce moment-là, donc tu te dis, je vais être à plein temps sur le cabinet ou mais non, même pas. En fait, on est revenu en France pour des raisons qui sont personnelles. On a dû revenir du jour au lendemain et j'ai mis un peu, on va dire, entre guillemets, mon cabinet. Donc, je me suis recentrée sur l'aspect un peu organisme de formation où là, j'ai développé pas mal l'aspect responsable pédagogique et j'ai pas vraiment développé le cabinet. Et de toute façon, mon but, on va dire, à long terme, c'était de revenir en cabinet et de revenir en tant que salarié. Enfin, comment dire j'ai vraiment créé cette structure parce que ça m'occupait pendant mon voyage et j'adore faire 1 milliard de choses. Donc j'avais besoin de garder la main. Mais je me disais, je peux pas rester toute seule pour continuer en tant qu'expert comptable. Il faut que je sois avec quelqu'un, en fait, pour continuer. Et pour continuer à apprendre également. Oui, parce que tu disais peut-être... ok, j'ai le diplôme, mais après, tu n'avais pas tant d'expérience que ça, entre guillemets. Du coup, tu te sentais pas forcément légitime à dire « je suis expert comptable et je sais faire, je sais tout », entre guillemets, tout faire. Et... C'est très compliqué. Et en fait, surtout, quand on est seul, c'est très compliqué. On est seul face au client. Il nous pose une problématique. Si tu sais pas... Et si on ne sait pas, il faut aller chercher. Et du coup, je cherchais. Je pouvais trouver
il n'y avait pas de souci. L'expert comptable, on sait chercher, il n'y a pas de souci. Ouvrir un memento, on sait faire et on sait trouver une solution. On a appris ça pour le diplôme, on sait faire. Mais il n'y a pas l'expérience. Donc, je vais passer beaucoup plus de temps que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et qui sait très bien que la solution, c'est ça. Et en 10 secondes, il va trouver. Alors que moi, je vais passer beaucoup plus de temps. Oui, tu avais besoin vraiment d'être rassuré, entouré, d'être rassuré, d'être entouré et de prendre en compétence pour me dire c'est bon maintenant. Pas ça, mais de prendre en compétence et prendre confiance en toi aussi, de te dire je suis capable. Oui. Oui, parce qu'il faut dire que, en soi, t'as le DEC, t'es diplômé expert comptable. Après, tu peux t'inscrire, tu peux avoir le titre d'expert comptable, mais forcément, entre quelqu'un qui a, on va dire, 3 ans d'expérience et quelqu'un qui en a 20 ou 30, ça veut pas dire que t'es aussi, c'est pas parce que t'as le diplôme ou que t'es inscrit que ça veut dire que t'es aussi compétent que quelqu'un qui a plus d'expérience. Ça veut dire que, entre guillemets, t'as le droit de te revendiquer expert comptable, mais t'as pas la science infuse. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est ça que je trouve très, ça qui m'embête dans le diplôme, c'est que on peut avoir fait 100% d'expertise, 100% d'audit ou 100% de conso ou même 100% de fusion-acquisition et être expert comptable. Mais du coup, quelqu'un qui a fait que la conso ne sait pas faire de la TVA. Et c'est pour ça que je me disais, il faut que je prenne mon expérience parce que du coup, c'est comme si mine de rien, j'ai pas une expérience qui est folle en expertise. Donc, il faut que je prenne le temps de comprendre et de réagir beaucoup plus vite quand un client me pose des questions. Et puis c'est pour ça aussi que c'est important d'être entouré, parce que comme tu dis, si quelqu'un a fait 3 ans de conso par exemple, et qui monte son cabinet, peut-être qu'il va avoir des clients en conso, mais au début il va aussi avoir des clients, on va dire, plus traditionnels, etc., où il aura jamais fait de TVA et de bilan, etc. Galérer. Et justement, le fait peut-être, même s'il est à son compte lui, au moins d'avoir un réseau, d'avoir des copains qui sont eux qui sont diplômés, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas qui ont cette expérience-là dans d'autres pans du métier, parce que le métier, c'est pas juste l'expertise. C'est une problématique parce que dans l'expertise, une fois qu'on a le diplôme, j'ai l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. J'ai ouvert mon cabinet et on en a parlé avec d'autres confrères. J'ai ouvert mon cabinet et je me suis dit, non, je peux pas y arriver toute seule, du coup. Il faut que je sois accompagnée et que j'ai quelqu'un comme un confrère qui soit avec moi et qui m'aide à prendre des bonnes décisions. Un peu comme un maître de stage, mais du coup, ce serait pas un maître de stage, mais un peu qui t'aide à... pour les jeunes diplômés, maintenant, qu'est-ce que tu fais C'est ça, et je trouvais ça... et on en parle parce que je trouve ça vraiment... je sais pas, je trouve ça pas normal, on est vraiment livrés à nous-mêmes. Et oui, on n'est pas tous égaux quand on a le diplôme. Il y a quelqu'un qui a dû... Je sais pas, il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience et il y en a qui sont diplômés 40, 50 ans même. Je crois qu'il y en a qui sont à 60, même 70 ans. Non, mais c'est vrai. Et il y en a qui sont diplômés à 25, 26. Et il y en a qui ont fait 3 ans des bilans, il y en a qui ont fait 3 ans que du conseil, ça se trouve. C'était, je sais pas, ça se trouve, t'étais dans un big et que tu faisais... toi, t'étais spécialisé là-dessus. Tu peux pas... Tous les experts comptables ne sont pas égaux, entre guillemets, et c'est pour ça que, après, je pense que c'est l'idée aussi, tu sais, d'avoir des consoeurs et des confrères pour dire, dans des métiers différents, j'ai pas la science infuse, et en soi, pour moi, on peut pas maîtriser à 100% la conso, l'audit, l'expertise, le conseil, la gestion de patrimoine, tu peux pas tout faire à un moment. Non, mais c'est ça qui rend intéressant la profession, parce que c'est vraiment varié et qu'il y a des gens qui vont être spécialisés dans pas mal de domaines, et c'est vraiment intéressant. Mais il y a, comment dire... C'est pour ça qu'il faut pas rester isolé, quoi. Il faut s'entourer d'autres confrères, consoeurs, ou même des professionnels qui n'ont pas forcément le DEC, mais parce que des fois, il faut savoir... pour moi, être expert, c'est aussi savoir dire, des fois, je j'ai pas ce champ de compétences, mais j'ai quelqu'un qui peut t'aider, tu vois. De toute façon, c'est même obligatoire, parce que comme on engage notre responsabilité, on peut pas faire on doit être accompagné. Il y a des choses où vraiment, je sais que je vais mettre en lien avec des partenaires, tout ce qui va être pour, je sais pas, des complémentaires santé ou autre. Ça, on le fait souvent aux des gestionnaires de patrimoine. On a besoin parce qu'on n'est pas spécialisé dans certains domaines. Ou même des avocats pour rédiger du juridique très, très pointu et que ça soit sécure, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, toi, tu t'es dit, alors, je veux retourner salarié, parce qu'en soi, tu t'aurais pu dire...
tu vois, je veux m'associer dans un cabinet, mais tu vois, pour garder un peu le côté indépendant, tu vois, à son compte, entre guillemets, même si bon, t'es associé, ça dépend combien t'as de parts, etc. Mais toi, tu t'es dit que le salariat, c'était quelque chose qui te faisait envie. Peut-être que c'est une période là sur le moment et que tu te dis pour après, toi, être indépendante, ou non, peut-être que t'as le droit de dire que ça te convient. Hein. Il y a des gens qui sentent bien d'être salariés. Mais ça me convient, en fait, ça me convient totalement. Et puis, comme j'ai eu ce parcours un peu où je suis partie en voyage, j'ai besoin de me poser. Et c'est vrai que le salariat, c'est assez rassurant parce que je suis pas à mon compte. Je sais que le salaire qui tombe à la j'ai fin mon du salaire, mois. c'est ça qui tombe à la fin du mois, donc c'est assez rassurant. Mais pas que. En fait, je sais que j'ai des confrères avec moi et qui vont me rassurer et on va travailler ensemble. Je suis pas à la recherche de développer mon cabinet. Je suis vraiment j'ai un projet de long terme. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai un projet de long terme où je me dis j'ai le temps et du coup je suis pas dans l'objectif d'être associée. Non, c'est pas mon En tout cas, ou pas pour le moment. T'es plus à te dire je veux prendre en expérience et c'est ça. Oui. C'est ça le plus important. Mais c'est bien aussi parce que souvent, quand on dit expert comptable, on se voit directement soit créer son cabinet ou être associé, alors qu'en soi, on peut aussi rester être salarié si on le souhaite. Il n'y a pas de En fait, il y a tellement de solutions possibles, il y a tellement de parcours possibles que c'est ça qui rend intéressant le parcours. Oui, j'étais à mon compte, mais je sais que c'était pas ça que je voulais du coup à long terme et je voulais vraiment... ça me convient du coup d'être salariée et de prendre mon temps et d'avancer petit à petit, vraiment à mon rythme en fait. Et comment t'as choisi alors ton cabinet du coup pour être expert comptable salarié? Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'aime bien les cabinets où c'est assez... j'aime bien les petits cabinets parce que c'est là où on n'est pas par pôle. Et du coup, on peut traiter pas mal de choses. Je sais que je vais traiter pas autant l'expertise que le conseil, que le juridique. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de traiter plusieurs sujets et d'être le bras droit en fait du client. Et je vais pas retrouver ça dans un gros cabinet, ça va être très structuré, il va y avoir plein de pôles et je vais plutôt me perdre dedans. Que là, je sais que j'ai la main sur pas mal de sujets. Tu vas être sinon dans une case et du coup tu vas pas pouvoir sortir de ta case. Oui, okay, je comprends. Ok, donc là pour l'instant, c'est ton premier jour en plus au cabinet. Et donc bon, je crois que d'habitude je pose la question qu'est-ce que tu fais au quotidien, mais bon là du coup c'est compliqué. C'est un peu compliqué parce que forcément c'est ton premier jour. Après, je peux te dire ce que je faisais du coup quand j'étais à mon compte si là, tu veux. Mais quand tu étais à ton compte, alors qu'est-ce que tu faisais? Je pense que du coup tu traitais peut-être les dossiers de A à Z. T'étais juste en révision ou tu faisais aussi la saisie, les TVA Mais c'est intéressant parce que là quand j'étais du coup à mon compte, j'avais cette partie donc où j'ai toujours du conseil auprès des organismes de formation et puis j'ai du coup les clients que je traite de A à Z, de la saisie. Après on trouve des moyens du coup pour éviter de faire le plus de saisie possible. Donc de la saisie à la révision, au juridique et à tout ce qui est donc après, même donc les déclarations et le conseil derrière. Et qu'est-ce que tu appelles conseil, toi, du coup, par exemple? Est-ce que tu as des exemples peut-être au niveau, je sais pas, peut-être au niveau de la fiscalité, au niveau faire des prévisionnels, qu'est-ce que tu appelles conseil? Du coup, je faisais des prévisionnels. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et en fait, après, du conseil, c'est aussi au quotidien. C'est avoir le client et faire le point. En fait, ça va être sur tout et n'importe quoi. Je sais que là, dernièrement, j'ai eu un de mes clients où, du coup, on suivait un peu son prévisionnel, où ça a pas réussi. Et je sais que... Il y a toujours un décalage entre ce que tu as prévu vs ce qui se passe. C'est que il n'a pas respecté du coup le prévisionnel et du coup on essaye de rectifier, on essaye de trouver des pistes, du coup on essaye de trouver des stratégies pour qu'il essaye de se rapprocher un peu du prévisionnel. Et après ça va être sur plein de choses, donc je l'ai mis, c'est pareil, il avait un litige avec... sa banque, on essaye de faire en sorte que le litige se règle et on intervient dans la vie de l'entreprise sur un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets.
Et du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier alors ? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est être en permanence en contact avec les clients. Et du coup, j'adore parler avec les clients et j'adore les écouter. Donc ça, ça va pour le coup. Je pense que c'est bien de le dire aussi, qu'on a une fonction d'écoute et qu'on n'est pas tout le temps dans la technique, etc. Et que des fois, tu as aussi un peu le côté psychologue où des fois, il va te raconter des trucs de sa vie perso. Quoi. C'est ça. Après, bon, faut pas des fois que ça dure non plus 2 heures parce que sinon, tu finis à 23 heures. Est-ce que t'aimes le moins alors ? Ce que j'aime le moins... Tu peux pas dire que t'aimes tout. Ça serait quand même fou de dire Tu adores la saisie ? J'adore la saisie. J'aime quand même bien la saisie. Mais des fois, ça permet, tu te poses, tu penses en fait, on réfléchit pas, on saisit. Ça me dérange pas la saisie. Qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier ? Les échéances, la période fiscale, les clients. Ce que j'aime pas dans mon métier, c'est le sous-effectif, je crois, permanent. Et du coup, on se retrouve à faire tout rapidement et on doit gérer plein de choses et essayer de mettre le maximum. Et en fait, essayer d'être le plus productif en un maximum. En un minimum de temps. C'est ça, voilà. Essayer d'être le plus productif en un minimum de temps. Et ça c'est pas ce que je veux. Et du coup, on fait des choses qu'on devrait pas faire. On perd du temps. Enfin, je trouve que c'est vraiment... du coup, c'est quelque chose qui est stressant parce qu'on a les échéances. Mais du coup, c'est vraiment ce sous-effectif qui fait que on sait que ça va pas passer, qu'il faut s'investir. Et c'est pas une solution viable en fait à long terme. Mais que tu es toujours dans l'urgence et traité par qu'est-ce qui est le plus urgent et pas par... des fois, tu as moins le temps d'être proactif vis-à-vis de ton client où tu es plus en réaction que lui, il va te poser des questions, etc. Plutôt que de se dire... en fait, t'as pas forcément de temps où tu te dis « Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais aller regarder tel dossier où ça en est. Ah bah tiens, je vais l'appeler, j'ai vu qu'il y avait ça. » En fait, t'es plus en réaction et pas assez en... être proactif. En fait, on peut même pas développer des idées, on n'a pas le temps de développer des idées, des nouveaux projets, des nouvelles missions, parce qu'en fait, on est trop en retard. On est pris par le quotidien tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu es fière de ton parcours, du coup ? Oui, complètement. En fait, il est tellement atypique. Je pense que il est peut-être pas compréhensible, mais je trouve une certaine logique dans mon parcours. Et mine de rien, j'ai réussi à intégrer mon tour du monde à mon âge. Et je sais que maintenant, il y a plus qu'à. J'ai encore beaucoup d'années en expertise pour continuer dans cette voie. Après, tu dis que ça peut paraître pas très logique, mais en soi, moi, de ce que j'entends, j'ai l'impression que tu as plus suivi ce que tu avais envie de faire à chaque fois. C'est ça, oui. À un moment, tu avais envie de faire de l'audit, après tu n'avais plus envie de faire de l'audit, après tu n'avais plus envie de faire vraiment que de l'expertise, après tu avais envie de voyager. Tu as suivi à chaque fois ce que tu avais envie de faire, donc au final, il y a une certaine logique. En fait, je pense qu'il y a quand même une logique parce que j'ai toujours voulu partir en tour du monde, j'ai toujours voulu avoir mon diplôme. Et je suis ce que je voulais. Donc, j'ai réussi à avoir mon diplôme, j'ai réussi à avoir mon tour du monde et je veux continuer dans cette voie-là. Et je trouve que oui, c'est vrai que je suis assez fière de mon parcours parce que je réussis ce que j'ai commencé à faire. Oui, ce que tu voulais faire, t'as réussi à l'atteindre au final. Et du coup, équilibre vie pro, vie perso. Alors, tu disais que ça, c'est peut-être un des trucs... Ça, c'est le truc, ouais. Ça, l'équilibre vie pro, vie perso, il est compliqué. Je sais qu'il est très compliqué parce que j'aime mon métier et j'aime m'investir dans ce que je fais. Je vais passer du temps, à chaque fois, s'il y a une problématique avec mon client, je vais passer du temps. Et je sais que j'accorde beaucoup plus d'importance à ma vie pro qu'à ma vie perso. Donc, il n'y a pas trop d'équilibre, mais... si, parce qu'après, en soi, oui, j'ai trouvé mon équilibre, oui. Si toi, tu te dis... si c'est OK pour toi, que tu vois que... Peut-être que c'est aussi un moment de ta vie où là, tu as envie de te concentrer sur le pro. Peut-être que ça sera tout le temps le cas, mais peut-être que ça changera après. Et du moment que ça correspond à ce que tu as envie sur le moment, je pense que chacun a son équilibre. Oui. Mais on se dit souvent, équilibre, c'est trouver un 50-50, mais du coup... Mais ça dépend des gens. En expertise, du coup, expert comptable, c'est compliqué d'avoir un 50-50 perso-pro. Mais oui, je sais que j'accorde plus d'importance au pro
qu'au perso. Mais c'est pas négatif, hein, t'as le droit, t'as le Mais droit de après, le dire. c'est OK. En fait, c'est OK parce que du coup, je trouve un équilibre avec mon perso et je sais que mon conjoint, pour le coup, il sait à quoi s'attendre. Il sait que je vais passer beaucoup plus de temps avec ma vie pro. Et on trouve notre équilibre comme ça. Et puis après, ça dépend aussi, par exemple, du conjoint ou de sa vie familiale. Si lui, peut-être qu'il a un boulot aussi prenant, peut-être pas forcément, mais je veux dire, en fonction de la personne avec qui tu es, si tu es en couple ou pas, tout ça, plein de choses qui peuvent varier en fonction des moments de la vie, ça peut changer, etc. Donc, chacun a sa définition d'équilibre. Et du coup, quels sont tes futurs projets, si t'en as, ou peut-être tu te laisses un peu... Je pense que là, je suis en plein dans mon futur projet, du coup, avec mon premier jour de travail aujourd'hui. Mais oui, mon projet, c'est de reprendre en tant que expert comptable salarié et de réussir, en fait, dans cette voie-là, de réussir à développer mes compétences et développer mon portefeuille... à réussir ce projet. Prendre de l'assurance un peu en tant qu'expert comptable. Et du coup, en tant qu'expert comptable salarié, donc tu es inscrit à l'ordre quand même, et du coup, tu peux signer les comptes, etc. Oui. Okay. Mais d'ailleurs, tous les clients que j'ai eus en mon nom propre, je les garde du coup et je peux les signer. Ok. Mais du coup, ils sont... au niveau de la lettre de mission et tout, il faut faire quand même une reprise. Du coup, maintenant, ils sont clients du cabinet. J'ai pas encore... tu l'as pas encore fait, mais je veux dire, admettons, ils deviendront clients de ce cabinet-là. Oui, ils vont devenir clients, oui. Oui. Et ils te gardent comme expert comptable. Oui. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours? Tu passerais peut-être le DCG en 3 ans? Non. Est-ce que je passerais c'est passé quand même. Non. Donc, oui, mais je pense que je commencerai pas en 100% audit par contre. Ouais. Okay. Je pense que je ferais plutôt un parcours expertise audit. Un peu mais à l'époque, c'était compliqué de trouver comme ça. Mais c'est vrai qu'à refaire, je trouverais plus... j'écouterais en fait mon intuition et je ferais du coup expertise et audit. Ok, un peu les deux du coup. Et alors après, j'avais oublié de le dire au tout début, mais il y a une petite partie aussi questions-réponses où j'ai demandé aux personnes si elles avaient des questions à te poser. Mais avant qu'on arrive à cette partie-là, si tu avais un conseil à donner à la Angelina qui a 20 ans, du coup, donc tu viens d'obtenir ton DCG, je pense, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Est-ce que j'ai un conseil à me donner quand j'avais 20 ans? Non. Continue comme ça. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Top. Hein. Tu sais, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des conseils forcément compliqués pour qu'ils soient pertinents. Et du coup, donc, j'ai demandé aux auditeurs s'ils avaient des questions pour toi. Alors, il y en a beaucoup qui avaient des questions par rapport au tour du monde. Une personne qui dit elle a aussi le rêve de faire un tour du monde. Est-ce que, quel était ton budget moyen? Je sais pas si tu peux communiquer là-dessus. Et quel pays t'as fait exactement? Je crois que mon budget c'était 17 000 €, il me semble. Par personne du coup, ou pour tous les deux? Par personne. Mais je crois que au final, c'était 17 000, mais il y avait de la réserve, donc je crois que ça a été 15 000 et j'avais 2 000 de... C'était mon budget un peu initial. Et du coup, les pays que t'as fait... J'en ai fait pas mal. Oui, j'en ai fait pas mal parce qu'en Europe, on a pas mal fait de pays. Mais après, en Amérique, on a fait Mexique, Guatemala, Nicaragua, Colombie, Équateur, Galapagos et Pérou. Ah oui. Donc, et t'as pas voulu faire Amérique du Nord ou Afrique? T'as pas fait Non. Asie non plus? L'Asie s'était fermée quand je suis revenue. Quand je suis revenue en juillet, ça réouvrait. Et encore, ça réouvrait pas tellement. L'Amérique, j'aurais pu le faire, mais j'ai dû arrêter un peu brutalement. Du coup, c'était fermé. C'était encore fermé. Ok. Donc un peu compliqué forcément avec le contexte. Oui. Alors une personne qui demande quelles sont tes missions en tant qu'expert comptable salarié. Bon là c'est un peu compliqué parce que c'est ton premier jour. Est-ce que c'est vraiment différent de expert comptable associé pour toi?
Non, mais en plus là, on est dans un petit cabinet, donc on fait un peu de tout. Donc on va pas mal faire de rendez-vous prospects, de conseils, donc on prévisionnel, évaluation, rachat de parts. On va faire pas mal de missions comme ça. Et puis après, j'ai toujours des révisions à faire sur des dossiers. Et il y a une partie aussi de formation des salariés. Ouais. Après, je pense que dans tous les cas, de toute façon, ça dépend aussi des cabinets, parce que tu as des cabinets dans lesquels les experts comptables font aussi encore de la prod, il y en a dans lesquels ils font plus du tout de prod. Mais ici, les experts comptables font encore de la prod, donc oui. Et comme en fait, souvent, dans les petits cabinets, comme il y a souvent du sous-effectif, ils sont obligés, les experts comptables, à faire de la prod. Oui, et puis du coup, ils ont un peu la casquette commerciale aussi, formation, RH, ils font un peu tout parce que c'est plus petit forcément, alors que dans un plus gros cabinet, expert comptable salarié, tu fais pas forcément la même chose que dans un plus petit cabinet. Il y avait une question au niveau de la fourchette de rémunération, alors sans forcément dire combien toi t'es payé, mais quand on est expert comptable salarié, en général, on gagne moins qu'en étant associé. Après, ça dépend parce que quand on crée son cabinet, si tu crées ton cabinet et que t'as pas de clients au début, tu vas pas gagner des milliers des cents. Mais je sais pas si t'as une fourchette un peu à donner. Pour mon salaire pas forcément ton salaire à toi, mais en général, par exemple, sur Bordeaux, tu sais un peu combien ça gagne un expert comptable salarié? Non, tu sais pas. De toute façon, après, ça dépend parce que. Ça dépend parce que. Ça veut rien. Si t'as 20 ans d'expérience, si t'en as 3, c'est pas. Je sais pas. Franchement, je pense que je répondrai à côté de la plaque parce que du coup, je sais pas. Parce qu'au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose que t'aies le diplôme ou pas? Ça change pas si on n'est pas inscrit. Ça change si je suis inscrit. Ça change au niveau de la grille. Il y aura un minimum. Ouais, c'est le minimum. En fait, la grille, il y a un minimum, mais puis on peut le dépasser. Oui, il faut le dépasser parce que sinon c'est pas grand chose. Je sais plus combien c'est, mais je crois. Et là, ça a été remonté, il me semble. Ils ont remonté les salaires quelques euros, en quelques avril. Dizaines d'euros, non? Oui. Ça doit pas être, oui. C'est pas énorme par mois, il me semble, mais non. Je sais pas vraiment. Je sais pas. Il y a peut-être. Non, après si tu sais pas, de toute façon ça dépend parce que du coup je vais dire un montant, mais du coup ça va dépendre parce que ça dépend de la région aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Puis mais en fait ça dépend. Il y en a qui peuvent être pris, je sais pas. En plus, on peut être aussi non inscrit et du coup, il n'y a pas de respect de la grille. On peut être inscrit et il y a un respect de la grille. On peut la dépasser avec l'expérience. Donc, en fait, on va aller de, je sais pas, je crois que, je sais même pas, je vais dire 40 000, c'est le minimum. Mais du coup, après, on va aller jusqu'à... Oui, de toute façon, mais en plus, je réponds à 70, 80, mais en fait... Mais même, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et en plus, ce que je dis là, c'est, on va dire... ça va être Bordeaux, mais Paris, ça va pas être les mêmes salaires que Lyon ou que Marseille. Et en plus, comme on l'a dit, entre un petit cabinet, un gros cabinet, tes missions qui sont pas forcément les mêmes. Oui. Il y a plein de critères. Et j'avais une personne, je vais pas te demander de répondre à la question, mais qui disait pourquoi ce retour en arrière, mais je trouve ça un peu réducteur de dire que c'est un retour en arrière, le fait que tu sois retourné vers le salariat, en fait, alors que c'est pas forcément moins bien, pas réducteur. Oui. En fait, je trouve que c'est bête c'est bête. C'est bête de dire ça, mais en fait, je veux pas le tourner comme ça. C'est juste que on fait... je trouve ça bête parce qu'on se dit « Ah, on a le diplôme » et la question qu'on pose le plus souvent, c'est « Est-ce que tu t'inscris ? Est-ce que tu t'associes ?» Alors que... On te demande pas « Est-ce que tu vas être salarié ?» parce Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je sais pas, moi, j'ai pas envie... finalement, je suis bien... je me dis « Je suis bien en tant que salarié et j'ai envie de prendre le temps. » On n'a pas... je sais que souvent, on essaye de toujours s'améliorer et d'accélérer un petit peu et d'aller plus vite et donc de s'associer, de s'inscrire de se mettre à son compte, mais on fait un peu comme on veut en fait. Oui, il n'y a pas de règles et en plus, d'autant plus, je crois que d'ailleurs c'était avec la loi PAC qu'il y avait le statut expert comptable. Alors c'est en entreprise. Oui, en entreprise, oui. Mais c'est du coup tu pouvais déjà être expert comptable salarié, je pense, avant. Mais oui, il n'y a pas de règles. C'est ça. Et tu peux même avoir le DEC et ne plus du tout faire de comptable. Oui, mais il y en a qui font ça aussi et faire, je sais pas, un changement de parcours et une reconversion dans le sens inverse. Je crois que j'avais entendu, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait, je sais pas si la personne était
expert comptable, donc inscrite à l'ordre ou pas, mais qui avait en tout cas eu son DEC et qui était au final le cliché, mais qui était parti élever des chèvres et tout. Enfin, non, mais enfin, en soi, il n'y a pas de... Il y a pas de... En fait, il faut pas être... parce que je sais que des fois, on se met un peu la pression, justement. Il y a le diplôme, on a le diplôme, il faut qu'on s'inscrive, il faut qu'on crée notre qualité, il faut qu'on s'associe, mais c'est pas une règle toute tracée. Enfin, je trouve ça... Enfin, il faut qu'on change un peu les mentalités, parce que c'est vrai, on se dit, ça y est, faut avancer. Il faut en faire quelque chose, absolument. Ouais, c'est ça, oui. Mais non, c'est pas obligé, en fait. Et en tout cas, ça peut ne pas être forcément maintenant. Peut-être que parce que tu peux te dire, j'ai envie d'être expert comptable, j'ai envie d'avoir mon cabinet, mais pas forcément maintenant, parce que soit j'ai d'autres projets, ou parce que je veux monter en compétences, ou parce que... Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te dire, je le passe maintenant pour, entre guillemets, avoir coché la case, et plus tard, si t'as envie de faire autre chose, au moins de pas être freiné, mais t'es pas obligé dès que t'as ton deck, d'avoir ton cabinet, de t'associer. Tu peux même arrêter de faire de la compta et après revenir 10 ans plus tard ouvrir ton cabinet. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est en fonction des personnes. Puis il y a des personnes peut-être qui sont pas faites entre guillemets pour être à leur compte, ou ça leur convient pas. C'est ça. Et où ça dépend de la période de vie. Peut-être que et puis faut pas oublier que j'étais en tour du monde. J'étais pas en train de travailler à 100% en cabinet. Donc en soi, je veux bien, disons, ok, je rentre, je m'inscris et je me mets à fond. Oui, mais il faut quand même que je rattrape du coup toutes les lois que j'ai ratées, toutes les remettre dans. C'est ça. Il y a plein de choses qui ont changé depuis. Des fois, je sais que ça m'est arrivé quand j'ai repris des dossiers et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, les restaurants, ils étaient fermés. Ils ont été fermés, je crois, en 2021, pendant une partie de l'année. Ah ouais, peut-être début 2021, peut-être. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais pas qu'ils ont... Oui. Je sais pas, j'étais pas là. Donc les fonds de solidarité, les trucs... C'est ça, il y a plein de choses que je connais pas. Et donc, il faut quand même que je rattrape une partie. Et donc, non, il faut quand même que... Tu n'as pas régressé. De toute façon, chaque parcours est différent. Et il n'y a pas... Comme je disais, il n'y a pas de... un parcours qui est mieux qu'un autre. Oui. Il y en a qui rêvent de créer leur cabinet, mais après créer ton cabinet, est-ce que tu crées ex nihilo, donc c'est-à-dire tu pars de zéro, ou est-ce que tu rachètes? Enfin, je veux dire, c'est jamais aussi simple, même quand t'es salarié. Est-ce que tu vas dans un petit, dans un gros? Est-ce que tu te spécialises? Mais c'est ça. C'est vrai que c'est une question vraiment, quand on passe le diplôme, qu'on se demande tout le temps. Alors, est-ce que tu veux t'associer? Il y a des projets d'association, alors tu crées ton cabinet. Mais, non, il faut arrêter de... c'est une question qu'on va poser pas méchamment, mais c'est vrai qu'elle est assez, on va dire, oppressante, parce que c'est pas obligé de faire ça. Et après, après c'est quand même bien de se poser la question, je pense, mais si on n'a pas forcément la réponse, peut-être que pendant les 3 ans, tu vas pas trop savoir et tu vas te dire on verra, et c'est pas grave de pas savoir non plus, parce que ça dépend aussi du cabinet dans lequel t'es. Des fois tu peux te dire j'aimerais bien t'associer, mais au final le cabinet dit non, on voudrait pas, ou alors on veut attendre X temps avant de t'associer. Entre ce que toi tu veux, ce que le cabinet dans lequel t'es veulent, ou les autres cabinets auxquels tu postules, je veux dire, c'est un peu... comme tu disais, au final, toi, ton parcours où tu t'étais dit, voilà, je veux passer le deck et je veux faire le tour du monde, mais peut-être que tu t'étais pas forcément dit, je veux faire l'un avant l'autre. Au final, tu t'es adapté, comme on disait, avec le tour du monde, où tu n'avais pas des dates précises de tel pays, de tel truc, parce que des fois, il y a des choses que tu peux pas contrôler, et du coup, sinon, tu vas... Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, et je pouvais pas dire, ok, maintenant je crée mon cabinet. Je pouvais pas le développer, mon cabinet, en tour du monde. Et surtout, pour moi, c'était une priorité de faire le tour du monde. Je me disais, c'est pas à 30 ans, à 40 ans que je vais faire le tour du monde. C'est possible de le faire. Maintenant, j'ai appris avec ce voyage que c'est possible. Il y a des gens qui le font avec des enfants ou autre. Mais je veux le faire maintenant, parce qu'après, il faut que je travaille, et il faut que je développe mes compétences, il faut que je commence... il faut que... Voilà. Je sais pas... c'était le meilleur... pour toi, c'était ce que tu avais envie de faire et qui était le mieux à ce moment-là. Et ça veut pas dire que plus tard, peut-être que tu créeras ton cabinet, peut-être pas, ou peut-être que tu seras associé. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. Écoute, je pense qu'on va se quitter sur ça, alors sur ces belles paroles. En tout cas, merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Et puis, bon courage dans ton job que tu commences. Merci.
Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Abdelhadi qui a passé une partie de sa carrière au Luxembourg. Il a aujourd'hui plusieurs casquettes puisqu'il est expert comptable, mais aussi coach pour les entrepreneurs. Comme quoi, la seule limite qu'on se fixe est notre imagination. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.